Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, le sommaire. Retour ce matin du chef de l'État. Le président Macky Sall écoute son séjour aux États-Unis face à la pénurie d'eau dans la capitale. Le président annonce des mesures pour soulager les populations et situer les responsabilités. Dans ce journal, zoom sur le ravitaillement en eau par les camions citernes et l'état d'avancement des travaux de l'usine de Keur Momar-Sarr. 26 septembre, anniversaire du naufrage du bateau le Joola, date qui réveille des souvenirs douloureux de la nation sénégalaise. 11 ans après le drame, la rédaction du journal télévisé se souvient de la tragédie. Le président de la République exprime ses regrets suite aux événements qui se sont déroulés à Dakar. Conséquence de la pénurie d'eau dans la capitale sénégalaise, d'importantes mesures seront prises pour soulager les populations et toutes les responsabilités situées. Annonce faite par le chef de l'État à New York en marge d'une rencontre avec les Sénégalais d'Amérique, Pape Birame Biguendiaye. C'était l'un des grands sujets de cette rencontre avec les Sénégalais d'Amérique. La situation de pénurie d'eau à Dakar et ses conséquences. Une séquence que regrette profondément le chef de l'État, touché et peiné par le calvaire que vivent les populations durant cette période. L'expression d'un sentiment de regret. ndox mi d'abord man maa ci gën a am lu ma metti ndax dafa reflété wul liggéey bi suñu gouvernement di def te du lu ñu def. Je suis le premier à trouver cette situation inacceptable et difficile à supporter pour les populations. Accident. Donc bu amee ñuy gëstu nan lañ koy régler xam nañu ñàkk ndox li. Je le regrette énormément, même si ce n'est pas la faute de l'État. Je sais que c'est catastrophique. Mais l'État restera toujours fort et pareille situation ne saurait être tolérée. Toutes les responsabilités seront situées afin que cette pénurie d'eau n'ait plus jamais lieu dans notre pays. Et déjà, l'État fera face à l'urgence pour un retour rapide à la normale. Capitale. 4 millions de personnes. Une capitale de plus de 4 millions d'habitants, avec une seule source de distribution d'eau. Cela rend vulnérable un pays, car si jamais il y a un sabotage dans le circuit, les conséquences sont dramatiques, comme celles que nous vivons en ce moment. Alors il faut aujourd'hui diversifier les sources d'approvisionnement en eau, et l'État va s'y mettre le plus vite possible. Je lance un appel au calme et sachez que le gouvernement est là pour être au service des populations. Le retour du chef de l'État à Dakar avant la fin d'une importante visite de travail à New York est le signe d'un président toujours à l'écoute de son peuple. Le sort et le bien-être des populations restent la première priorité du président Macky Sall. Les travaux de réparation de la conduite d'eau de Keur Momar-Sarr, les ouvriers sont à pied d'œuvre pour un retour très rapide à la normale dans la distribution d'eau, constat fait par notre reporter qui s'est rendu ce matin sur place. Nous y reviendrons dans un instant. Deuxième jour de relogement des victimes des inondations de Keur El Hadj Pathé à Keur Massar. Les populations de la localité se disent soulagées par les autorités. Après plusieurs années dans les eaux, le relogement dans la cité Tawfekh Yakar est vécu avec bonheur. Le relogement donc entre dans le cadre de l'opération Tohou Waligay. C'est le désarroi total pour ces populations de Keur El Hadj Pathé, un village de Keur Massar qui polarise 24 quartiers. Ici, les populations sont prises en otage par les eaux, une situation qui dure depuis plusieurs années. On est victime de ces inondations, ça fait 2 ans de cela. Et depuis lors, on n'avait pas de solution. Une solution, il y en a. Elle est certes inattendue, mais elle apporte le sourire aux lèvres de ces sinistrés. Ils ont bénéficié du soutien de l'État qui a commencé à les reloger à la cité Tawfekh Yakar. C'est l'opération Tohou. C'est un relogement, une opération Tohou qui se fera sur toute la banlieue, aussi bien à Tivaouane Peulh et Niaga dans la cité Tawfekh qu'à la cité Jaxaay. Et l'opération continue pour une dizaine de jours pour permettre à toutes ces familles qui ont les pieds sous les eaux de les reloger. Les clés de leur maison en poche, des remerciements pleuvent à l'endroit du chef de l'État
Selon les bénéficiaires, Macky Sall n'a de cesse de venir en aide aux populations. Actuellement, c'est une gaieté de cœur que je parle comme ça. Je ne trouve même pas les mots qu'il faut, tellement je suis content. Et nous remercions vivement le président de la République, M. Macky Sall, d'avoir pris cette initiative, d'avoir pensé aux populations de Keur Alhaji Pathé qui, depuis 2 ans, souffrent énormément. Et vraiment, c'est une fierté et un soulagement pour les populations de Keur Alhaji Pathé. Pour l'exécution de l'opération Tokhou, les autorités ont fait appel à l'armée, ce qui facilitera son déroulement dans le délai de 10 jours que devra durer cette opération. Ouverture de la deuxième session de la grande commission mixte de coopération entre le Sénégal et l'Afrique du Sud. Cette rencontre est une occasion pour les deux pays de passer en revue les différents secteurs de leur coopération déjà multiforme et diversifiée. Cette deuxième session qui se déroule du 26 au 30 septembre devra permettre de finaliser les projets en cours de négociation. Salihou Seck. Plusieurs axes de coopération seront discutés lors de cette deuxième session de la grande commission mixte entre le Sénégal et l'Afrique du Sud. Il s'agit entre autres des questions concernant les infrastructures, l'énergie, l'agriculture. L'organisation de nos travaux permettra de donner un signal fort de notre volonté commune de coopérer et d'imprimer une dynamique nouvelle aux excellentes relations qui existent entre la République du Sénégal et la République d'Afrique du Sud. La deuxième session de la grande commission mixte de coopération entre le Sénégal et l'Afrique du Sud devra permettre de finaliser les projets en cours de négociation. Elle sera aussi mise à profit pour renforcer la coopération économique bilatérale. Nos experts devraient pouvoir finaliser les négociations déjà en cours et portant sur les projets ci-après, jumelage entre l'île de Gorée et Robben Island, accord de coopération économique et technique entre nos deux pays, accord de coopération dans le domaine de l'élevage, accord de coopération en matière d'énergie et accord de non-double imposition et de prévention de l'évasion fiscale. Cette session est très importante parce qu'elle renforce les relations bilatérales et je peux dire que l'Afrique du Sud est très satisfaite de cette coopération. La rencontre entre les deux délégations se tient en prélude de la visite du président sud-africain. Jacob Zuma devra effectuer prochainement une visite de travail et d'amitié au Sénégal. Ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, arrangement entre la République du Sénégal et la Nouvelle-Zélande, relatif aux relations diplomatiques, la République du Sénégal et la Nouvelle-Zélande, guidée par les principes et les normes de la Charte des Nations Unies, se fondant sur les principes du respect mutuel, de la souveraineté, du bénéfice réciproque et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, souhaitant développer une coopération étroite dans de nombreux domaines afin de renforcer les relations amicales entre les deux États, affirment leur souhait de donner lieu aux relations diplomatiques entre les deux États au niveau des ambassadeurs, selon la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961. Cet arrangement entrera en vigueur à la date de la signature, faite à Dakar le 26 septembre 2013, en 2 exemplaires en langue anglaise et française. Les 2 textes faisant également foi pour la République du Sénégal, son Excellence M. Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Pour la Nouvelle-Zélande, son Excellence On Murray Matkuli, ministre des Affaires étrangères. Parlons à présent de cette initiative Access Camp de vacances, un programme de l'ambassade des États-Unis au Sénégal. Le CM Fadilou Diop de Pikine abrite le camp et a reçu le chef de la diplomatie américaine au Sénégal, Salihou Seck. CM Fadilou Diop à Pékin, il accueille l'un des camps de vacances du programme Access de l'ambassade des États-Unis au Sénégal. Ici, des cours d'anglais sont dispensés aux élèves. Objectif, améliorer leur niveau dans la langue de Shakespeare. Le programme Access vise à d'abord offrir à des élèves de la banlieue ou de ce qu'on appelle certaines zones défavorisées l'opportunité d'apprendre l'anglais pendant 2 années. Et en plus de cela, on les initie aussi à des activités sur le
leadership pour leur permettre d'acquérir des compétences qui leur ouvriront des portes dans le futur. Pour s'imprégner davantage de la mise en œuvre de ce programme, l'ambassadeur des États-Unis à Dakar a effectué une visite au CM Fadilou Diop. Il a assisté aux activités du camp de vacances. Il y a des étudiants très motivés, très intelligents qui étudient, qui parlent très bien l'anglais. On va continuer ce programme, c'est quelque chose de très important pour nous. Comme le président Obama a dit quand il était ici à Dakar le mois de juin, l'avenir de l'Afrique et du Sénégal, c'est la jeunesse. Outre les cours de soutien en anglais, des activités culturelles, éducatives et ludiques sont organisées. Une manière d'approfondir les connaissances culturelles et linguistiques des élèves. Ce que nous avons constaté, c'est que le niveau de nos élèves en anglais s'est tellement amélioré qu'aujourd'hui, l'anglais qui commence à devenir une bête noire de nos élèves au BFM, eh bien, aujourd'hui, tous nos élèves, la plupart, les 90% de nos élèves qui ont bénéficié de ce programme en sont sortis pratiquement avec brio. Les élèves qui participent à ce camp de vacances ont profité de cette visite pour échanger avec leur hôte. Le programme Access est lancé au Sénégal voilà 8 ans. Il est animé par des professeurs d'anglais avec l'appui des volontaires du Corps de la paix américain. Ce programme existe actuellement dans 19 établissements scolaires au Sénégal. Ziguinchor a célébré le 11e anniversaire du naufrage du bateau le Joola autour du thème paix et introspection. Les familles des victimes et les autorités ont appelé à œuvrer pour le désenclavement de la Casamance et le changement de comportement. Massayar Thiaw, Bachir Ba. Kanten, à la sortie sud de Ziguinchor, ici reposent certaines des victimes du naufrage du Joola. Parents, amis et autorités ont tenu à venir se recueillir et prier pour les disparus du 26 septembre 2002. Un jour où plus de 1500 personnes de tout âge et de toute confession confondues ont embarqué dans ce port à destination de Dakar. Le Joola avait pris départ avec nos enfants, nos papas, nos mamans, il y a 11 ans, pour accoster au cimetière de Kanten, au cimetière de Kabadjo, au cimetière de Bassori, au cimetière de Mbao, au cimetière Saint-Lazare. 11 ans, jour pour jour, la douleur est toujours vivace. Toujours la même douleur. La même douleur. On dirait qu'à chaque fois que je fréquente ce port, cette douleur s'envenime, quoi. Des efforts ont été faits, mais certaines doléances attendent encore d'être satisfaites. L'avenir de plus d'un millier d'orphelins du Joola sur les 1900 recensés reste incertain. La liste nominative des personnes décédées n'est pas toujours dressée. Le musée mémorial du Joola réclamé et fortement attendu n'a pas toujours été battu malgré la pose de la première pierre. Paix et introspection, c'est le thème de cette célébration. L'association appelle les Sénégalais à bannir certains comportements. Nous avons assisté ces derniers temps à l'effondrement des bâtiments mal construits, à l'installation anarchique des fils électriques, à la construction anarchique des bâtiments dans des zones à risque, aux accidents de circulation dus à une surcharge et à l'inconscience de certains conducteurs. Venu représenter le gouvernement, le ministre Benoît Sambou réitère la volonté des autorités à soutenir les initiatives de l'association. Vous êtes les partenaires de l'État, vous êtes nos partenaires et qu'ensemble, il s'agira d'avancer résolument vers l'accomplissement des engagements de l'État au profit des familles des victimes du Joola, mais également en travaillant inlassablement afin que nul ne puisse jamais oublier. Plus d'un millier de morts originaires de 12 pays, Ziguinchor a perdu 400 élèves et étudiants dans cette catastrophe. Seule femme rescapée parmi les survivants du naufrage, Mariama Diouf vit avec sa famille à Yène, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale. Au moment de l'accident, elle portait une grossesse de 4 mois. Sa fille, bébé Joola Faye, est un témoignage vivant de cette page d'histoire. Notre reporter Moussa Mané est allé à sa rencontre. Je m'appelle bébé Joola Faye. Derrière ce regard innocent, c'est toute une histoire qui lie cette jeune fille à sa maman Mariama Diouf. Bébé Joola Faye symbolise aujourd'hui l'histoire de la seule femme rescapée du naufrage du bateau le Joola le 26 septembre 2002. 11 ans après,
comme d'ailleurs les 11 ans de bébé Diola qui n'avait que 4 mois dans le ventre de sa maman au moment des faits. Sa mère se souvient encore de ces instants fatidiques. dama fay dem ci biir géej ndax bi may dem boobu ginnaaw vague bi dafa jëm kanam léegi man xaaral ma kontar ko dem kaw pour bu may oññoo ma mën a xam fan lay. Quand je suis sortie du bateau, j'ai nagé à la rencontre de la vague pour qu'elle me propulse. C'est ce qui est fait. Et là, j'ai retrouvé quelques rescapés sur la coque. Ils parlaient français et j'ai juste appréhendé le mot derrière dans leur conversation. Je me suis retournée vers ce côté. C'est là que j'ai trouvé des garçons plus un blanc. Je leur ai demandé de me prêter main forte, mais comme j'étais une femme, ils ne m'ont pas cru et je dois mon salut à quelqu'un qui a reconnu ma voix. Il m'a demandé de prendre élan en jouant sur la vague et là, ils m'ont recueilli. Avec le recul, elle mesure toute la portée de sa survie. Pour elle, c'est juste une volonté divine, si elle fait partie des rescapés. Aujourd'hui, au nom de ses camarades, elle est disparue de cette catastrophe. Elle demande qu'une attention particulière soit accordée aux pipis. Je demande vraiment un soutien pour les pupilles. C'est dur pour tout le monde. La seule aide que j'ai eue provient de Ali Haïdar. Il m'envoie chaque mois 20 000 francs CFA. Maria Massar, l'ancien ministre de la Femme, a aussi payé la scolarité de l'année dernière pour ma fille. Que tu veux devenir quand tu seras grande? Police. Malgré ce soutien des bonnes volontés, c'est vers le chef de l'État Macky Sall qu'elle se tourne, afin que le rêve de bébé Diola Faye soit une réalité. Cette tragédie a inspiré un roman de 92 pages intitulé Le Diola. L'auteur Samba Diao y raconte l'histoire d'un nouveau bachelier dans le même sillage. Donc, il lance un cri du cœur pour plus de remise en question, une manière pour l'auteur de dire plus jamais ça. Salienko Sissoko. Dans le Diola, nous y étions. Le titre du roman cache bien une histoire réelle, celle d'un rescapé du naufrage qui a fait plus de 1800 morts et une soixantaine de rescapés. Le roman rappelle un peu que dans le bateau, c'était un village, qu'il y avait des étudiants, qu'il y avait des commerçantes, qu'il y avait un orchestre, qu'il y avait des touristes qui étaient là-bas. Donc, dans le bateau, il ne faut pas oublier qu'il y avait une vie là-bas, qu'il y a eu de l'ambiance avant qu'il y ait ce nombre de morts. Maîtrisard en droit, Samba Diao est natif de Ziguinchor, port d'attache du bateau. Dans ses 92 pages, il appelle les Sénégalais à plus d'introspection. De voir ensemble comment communier pour arriver à un esprit de paix, à un esprit de dépassement, mais aussi un esprit tourné vers le développement, surtout le développement de la Casamance. C'est en quelque sorte la mémoire contre l'oubli. 11 ans après le drame, l'auteur appelle à un changement de comportement afin que les mêmes causes ne reproduisent plus les mêmes effets. Les chiffres du naufrage du Diola à présent, avec un bilan officiel de 1863 morts. Le bateau le Diola a effacé le vieux et triste record du Titanic à ce jour. Ce naufrage reste le point le plus sombre de l'histoire de la navigation maritime mondiale, dont de belles résolutions avaient été prises au lendemain du drame donc, mais plus d'une décennie après, les ruptures et les changements de comportement tant espérés tardent à se faire sentir. Le Diola, une catharsis inachevée, c'est une chronique signée Omar Diao. Sans doute ne saura-t-on jamais l'exacte mesure des chiffres d'un bilan macabre. Un record historique peu enviable qui efface celui du Titanic. On n'avait pas besoin d'une telle référence. On ne saura jamais parce que nul ne peut dire avec une précision algébrique le nombre de compagnons d'infortune à bord de ce bateau devenu rafio au fil des âges et à cause des insuffisances de carénage, autrement dit de maintenance dans l'exploitation. C'était il y a 11 ans, le temps passe, la jeune veuve a pris quelques rides, l'orphelin est devenu un adulte ou un adolescent. La fuite des jours nous éloigne de ce 26 septembre, mais les souvenirs sont vivaces et flottent sur l'écume blanche, couleur linceul des eaux bleues de l'Atlantique.
Sous un ciel lourd d'hivernage par une météo détestable, le drame s'est joué dans la solitude d'un océan meurtrier. Des heures de lutte pour une survie aussi improbable que l'arrivée rapide de secours. Et quand l'aube du jour suivant a chassé les ténèbres, la tragédie était terminée sur les lieux du drame, balisés par une coque orange indiquant une nécropole aquatique. Le devoir de mémoire nous impose ce douloureux exercice du souvenir pour que l'oubli si commode ne triomphe pas. Qu'avons-nous fait pour que le sacrifice et le supplice des naufragés ne soient pas vains, pour qu'on puisse nous raccrocher à l'idée qu'à quelque chose malheur est bon? Que sont devenues nos belles résolutions pour un changement de comportement? Les ruptures souhaitées par chacun et donc par tous doivent être radicales plus que de façade ou des vœux pieux. Des profondeurs abyssales ou des cieux, des voix s'élèvent ou descendent pour dire quand vont-ils comprendre? Chronique signée Omar Diao. Retour sur les travaux de réparation de la conduite d'eau de Keur Momar Sarr. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour un retour très rapide à la normale dans la distribution d'eau. Constat fait par notre reporter qui s'est rendu ce matin sur place. C'est l'heure de mettre les bouchées doubles, nous dit Alun Badarakan. Un rapport détaillé sur l'état d'avancement des travaux à Keur Momar Sarr, sous un soleil de plomb. Pas de répit pour les hommes de la SDE. Tout le monde sur la brèche. On essaie d'accélérer le rythme pour abréger la souffrance des Dakarois privés d'eau depuis plus d'une semaine. Nous savons qu'ils vivent des périodes difficiles parce que l'eau, c'est la vie. Et nous pensons que depuis que cette situation s'est présentée, des efforts techniques importants sont mis en œuvre pour revenir à la normale. C'est pour la première fois que cela arrive. Mais l'ensemble des solutions, l'ensemble de l'expertise, l'ensemble des moyens nécessaires au rétablissement de cette situation ont été mobilisés. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que notre quartier général est l'usine de Keur Momar Sarr. Ces travaux sont importants. Les autorités de la zone sont ici en permanence. Un PC crise est même mis en place. La gendarmerie veille au grain, rien à signaler. Tout se déroule normalement. Ça nous permet d'avoir un temps d'avance sur la crise et de pouvoir gérer les événements. Deuxièmement, c'est de pouvoir informer à temps réel les autorités administratives et politiques sur l'état d'évolution du chantier par rapport à ce que je vois sur le terrain et par rapport surtout aux explications données par le directeur de la SDE. On a bon espoir que cette situation sera très vite dépassée et qu'on reviendra à la normale. Mais en attendant le remplacement des éléments défectueux pour un retour à la normale, une batterie de mesures est annoncée par la SDE. La première de ces mesures, c'est pour atténuer la situation et la souffrance des populations de Dakar, c'est de faire en sorte qu'une distribution alternée soit faite entre les quartiers qui ont de l'eau et les quartiers qui n'ont pas d'eau, en diminuant la pression dans certaines zones pour pouvoir donner de la pression dans d'autres zones. Des mesures provisoires salutaires peut-être pour soulager les habitants de la capitale Dakar. Pour le reste, sur le chantier, on se donne à fond et on espère apercevoir bientôt le bout du tunnel. Badarakan, le ravitaillement en eau de la population, une question qui tient à cœur les autorités. Toutes les unités de l'armée et des sapeurs-pompiers sont mobilisées sur le terrain. Les populations se disent soulagées tout en encourageant les autorités à poursuivre sur cette lancée. Ibrahim Diédiou. Le ravitaillement en eau de la population, une question qui tient à cœur les autorités sénégalaises. Pour la circonstance, toutes les unités de sapeurs-pompiers et de l'armée sont mobilisées et plus d'une dizaine de sites d'approvisionnement activés. Parmi ces points, la caserne sapeurs-pompiers Maliksi qui possède un grand réservoir. Depuis plusieurs jours, beaucoup de citernes viennent s'y approvisionner. C'est le cas de ce camion à destination de HLM 1. Je suis très content de ça. Parce que je devais acheter de l'eau, mais l'eau est venue. Je suis très content. Autre site visité, la Cité des Eaux. À lui seul, ce lieu qui abrite de grands réservoirs a permis en une seule matinée le ravitaillement de plus d'une soixantaine de camions au profit des populations. Toujours au service des populations, l'armée s'est encore illustrée. Dans ce contexte, le concept Armée-Nation prend son sens. Nos chefs ont décidé de nous mettre à la disposition de la SDE pour les prêter main forte, pouvoir servir les gens à avoir de l'eau. Bon, depuis le 23 jusqu'à nos jours,
du matin au soir, on est là de 7h jusqu'à 0h. On s'entraide à ce qu'il y ait une accalmie. Ce n'est pas la peine d'aller casser de gauche à droite, ça ne résout pas le problème. Pour l'heure, les équipes sont encore sur le terrain. Leur action permet d'atténuer les difficultés des populations affectées par ce manque d'eau. Demain, la communauté internationale célèbre la journée mondiale du tourisme. Le tourisme et l'eau, c'est autour de cette problématique que les acteurs du secteur vont réfléchir. En prélude à l'événement, le ministre du Tourisme a fait une déclaration. Il a salué l'ambition du président de la République de mettre dans un même département les transports aériens et le tourisme. Je vous propose d'écouter Omar Gueye. L'objectif fixé par l'Organisation mondiale du tourisme dans la célébration d'une journée mondiale du tourisme est de renforcer la prise de conscience de l'importance du tourisme du point de vue social, culturel, économique et même politique. En effet, l'activité touristique constitue l'un des piliers structurants de l'économie mondiale avec près de 200 millions de personnes employées. 1 300 milliards de dollars US de recettes générées en 2012, ce qui représente 30% des exportations de services à l'échelle mondiale. Les économies émergentes, dont l'Afrique, continuent de croître à un rythme plus rapide que les pays avancés, avec un taux moyen de 4,1% l'an pour le secteur touristique. L'Afrique de l'Ouest se trouve parmi les destinations peu exploitées en matière touristique, mais qui recèlent des potentialités pouvant constituer une bonne base de relance de l'activité touristique. Au Sénégal, le tourisme occupe une place importante dans l'économie nationale et a été érigé comme levier de croissance et de développement durable. Chez le président de la République, son Excellence Macky Sall, conscient de ces enjeux, a décidé de coupler les transports aériens au tourisme pour une plus grande efficacité dans le renforcement et la diversification de l'offre touristique de notre pays. Cette décision, qui traduit la vision claire de son Excellence Monsieur le Président de la République sur les transports aériens, devrait assurer la cohérence du dispositif opérationnel destiné à soutenir la mise en œuvre de la politique touristique du Sénégal. Mondial qui célèbre donc demain la journée du tourisme. Habitat social, le thème a été au centre du Salon de l'habitat de Montréal. De même que l'État, les promoteurs privés sont disposés donc à aller vers une baisse du coût du logement. Le foncier est disponible, des zones d'aménagement concertées sont prévues dans les régions et les pôles urbains seront donc aménagés dans les capitales régionales ainsi que les villes religieuses. On fait le point avec nos envoyés spéciaux, Mamadou Mbeng, Angélique Manga. Troisième jour du Salon de l'habitat du Sénégal à Montréal, les préoccupations de la diaspora restent inchangées. Le rêve du retour au pays avec un pied-à-terre qui ne vous fera pas casser votre tirelire. On sait qu'il y a beaucoup d'offres en ce moment, mais l'idée justement c'est de pouvoir permettre aux Sénégalais de l'extérieur d'avoir des logements à moindre coût. Ça démontre quand même que notre préoccupation est prise en main par l'État et on salue vraiment cette initiative. Dans le premier décret portant répartition des services, le président Macky Sall a transformé la direction de l'habitat en direction de la promotion de l'habitat social. Au-delà de la volonté, il faut du concret. Nous sommes spécialisés dans le domaine de l'habitat social, donc c'est pourquoi on lui donnait des explications, comment il peut faire pour avoir un logement au Sénégal, quel chemin qu'il faut passer pour avoir un toit. L'immobilier au Sénégal est en pleine expansion, en témoigne le premier promoteur immobilier sénégalais. Vous voyez le diaspora sénégalais venir tous en masse comme ça à l'appel, c'est parce qu'ils trouvent de l'intérêt. Moi je me rappelle en 1991, c'était encore beaucoup plus difficile et on voyait peut-être 2 à 3 personnes. Nombreux sont de plus en plus ces Sénégalais qui aspirent à la propriété, mais reste-t-il encore de la place pour tous ? Au Sénégal, présentement, il reste encore de la place. Si je prends l'exemple de Pikine-Guédiawaye, il y a plus de 161 hectares qu'on a proposés à l'immatriculation. De même qu'à Rufisque, il y a plus de 600 hectares.
Mais la pression foncière est de plus en plus forte à Dakar, alors de nouvelles stratégies s'imposent. Il y a cette politique nationale-là, des pôles urbains, des programmes ZAC et des constructions comme la SNHLM à Saint-Louis ou à Ziguinchor, etc. Et nous ne désespérons pas que même la SICAP ira faire la même chose. Nous devons mettre l'accent sur les villes à croissance rapide, que sont les capitales régionales, les villes religieuses ou les villes commerciales transfrontalières, est une idée qui est en train de prendre forme. Une idée sous-tendue par 4 leviers, la planification, les programmes sociaux nationaux, la résorption des bidonvilles et la rénovation urbaine pour soulager Dakar de son trop-plein d'habitants. Tournée du ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement dans le nord du pays. Une visite de chantier qui a mené Thierno Alassane Sall à Louga et à Saint-Louis. Papouna Thiao. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a tenu à venir constater de visu l'état d'avancement des différents chantiers de son département et en cours dans la zone nord du pays. Thierno Alassane Sall s'est d'abord arrêté à Louga où se déroulent les travaux d'entretien et de revêtement de la route Louga-Kor-Momar-Sarr. Sur place, le rythme de travail a été jugé satisfaisant. Ensuite, direction Saint-Louis. Ici, le pont de Jôle devant relier la grande île à la petite est en phase de construction. La superstructure de l'ouvrage en dit long sur sa qualité. C'est un ouvrage qui est composé de 3 travées de 45 cm chacune, ce qui nous ramène environ à une longueur totale de 137 mètres. On notera une discontinuité de 1 mètre de part et d'autre. Au niveau des appuis intermédiaires, ça c'est pour qu'on puisse résoudre un peu les effets de dilatation, les effets thermiques. Les ponts mixtes, l'avantage c'est qu'aujourd'hui, vous acquérez la structure, vous faites les fondations. Et donc c'est une manière d'accélérer le processus de désenclavement des zones aujourd'hui à l'intérieur du pays. Vous verrez donc ce type d'ouvrage dans d'autres régions, tout simplement pour d'abord aller vite, et deuxièmement aussi c'est un souci d'économie et d'adaptation. C'est des ouvrages qui s'adaptent vite, plus facilement que les ouvrages en béton armé. Le ministre en charge des infrastructures a beaucoup insisté sur le contrôle et la durabilité de l'ouvrage. Le pont de Jôle va aussi résoudre des problèmes de sécurité. Cet ouvrage-là vient à un point nommé GLD, puisque comme l'ont indiqué les populations et les autorités ici présentes, il y a eu, en raison de son absence, beaucoup de risques de sécurité liés au recours fréquent de pirogues pour pouvoir faire la traversée entre les deux côtés de l'île. J'ai donc enjoint les services du ministère d'attacher un prix important au contrôle des travaux. Vous avez vu le laboratoire qui permet de voir donc, parce que le contrôle se fait tout le long du travail. Il faut contrôler tous les matériaux utilisés s'ils sont conformes aux calculs et aux normes et aux spécifications retenues, le fer, le béton, etc., etc. Et ça, on attache un prix particulier à ce contrôle, mais aussi à la réalisation du travail. Est-ce que les délais mis pour le séchage, etc. Est-ce que la consistance du fer, etc. Tout y est. Et ça, on y attache un prix important. Des infrastructures durables pour répondre aux besoins des populations où qu'elles soient à travers le pays, c'est la vision de l'État. Après Saint-Louis, le ministre et sa délégation ont pris la direction de l'île à Morphil. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Au revoir.